Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Le micro était parti, voilà. Sans moi, voilà. Il était parti sans moi. Avec vous pour le 10h midi. On est content d'être avec vous. Parlons vrai sur Sud Radio avec vos appels 0826 300 300. 33 listes aux européennes. Est-ce que c'est trop? Est-ce que vous irez voter? Voterez-vous pour une liste gilets jaunes? On va parler du prix de l'essence. Vous vous souvenez quand même que les gilets jaunes, ça a démarré avec cette taxe sur les carburants qui était trop élevée. Est-ce qu'il y a de quoi remettre le feu aux poudres? Et puis, que peut y faire le gouvernement? On va parler de ce chauffeur RATP à la RATP qui aurait refusé d'ouvrir son bus à une femme en jupe. On va parler de ces dérives communautaristes dans les entreprises et puis bien d'autres sujets avec vous. 0826 300 300. Pour débattre aujourd'hui, Dominique de Montvalon, bonjour, journaliste politique. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, bonjour. Bonjour Valérie. Xavier Iacovelli, sénateur PSD Hauts-de-Seine, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Bonjour à vous tous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Dominique, on va commencer avec vous et avec ce qui s'est passé hier à Paris. J'imagine que c'est le lien que vous vouliez faire. Oui, moi c'est un coup de gueule contre les militants véganes qui ont de nouveau fait parler d'eux en s'en prenant à une boucherie. D'une part, j'en ai par-dessus la tête de la dictature des minorités. D'autre part, les minorités ont le droit de s'exprimer. Et il faut protéger ce droit et l'accompagner. Mais je suis quand même sidéré de la façon dont, pour beaucoup de ces minorités en question, mais là je ne parle que des véganes, l'usage de la violence leur paraît quelque chose de totalement naturel comme instrument d'affirmation. Voilà, hier, donc ce boucher, un jeune boucher qui est mais c'est pas grave. La boutique a été saccagée. D'autant plus qu'il y a des combats auxquels une majorité de Français pourraient aisément adhérer, des combats plus sérieux, mais sur ce terrain-là, tels que par exemple la façon dont on tue dans les abattoirs, dont on tue les bêtes, sans les étourdir. Enfin, je veux pas tout mélanger, mais ça se situe quand même un peu dans la même planète. Ouais. Donc voilà, coup de gueule contre ces véganes, j'en ai marre. Contre ces minorités. Matteo, vous? Petit coup de gueule. C'est l'italien qui parle. Oui, c'est je fais un peu de nationalisme entre guillemets transalpin. Non, parce qu'il y a toujours cette polémique entre Rome et Paris sur Léonard de Vinci. Qui était italien? Il est mort en France, mais il était italien. Alors, la semaine passée, le ministre de la Culture, ça fait un peu sourire, le ministre de la Culture français, donc Franck Riester, a déclaré sur une autre chaîne que l'Italie allait prêter à la France pour l'exposition du Louvre qui est prévue pour le prochain octobre, ou en tout cas pour l'automne. L'homme de Vitruve, le célèbre dessin de Léonard, et un autoportrait. Et quelques heures après, son homologue italien, le ministre de la Culture, Alberto Bonisoli, a dit: pas du tout, on n'en a même pas parlé quand j'étais avec le président de la République italienne le 2 mai. Donc je suis forcé de démentir mon homologue. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que l'art à l'époque de Léonard de Vinci, c'était franco-italien. On allait tous s'inspirer, pas tous, aux Pays-Bas. Oui, déjà là. On allait en Italie pour la lumière, etc. Et donc, je pense qu'il est arrivé avec la Joconde sous le bras en France, Léonard de Vinci. Parce qu'il était très lent, finalement. Il avait beaucoup de vertus, Léonard, mais il s'est pointé en France à pied jusqu'au Clos Lucé avec la Joconde sous le bras. C'est des histoires merveilleuses. Et là, on est là en train de vouloir ça. Il était français, en fait, Léonard de Vinci. Mais mais c'est pas la question, mais est-ce que les querelles politiques qui sont violentes et qui, malheureusement, entachent la relation franco-italienne pour l'instant, ne sont pas en train de polluer tout débat et tout dialogue
jusqu'à... Est-ce que ce n'est pas l'arrière-pensée de la remarque que vous faisiez, l'observation que vous faisiez? Oui, je pense qu'il y a un peu ça, mais en même temps, j'ai été surpris il y a 2 semaines parce que j'ai interviewé le ministre de l'Intérieur italien, donc Matteo Salvini, qui, au contraire, a utilisé que des mots positifs pour la relation avec la France, parce qu'il a parlé notamment d'une collaboration sur le terrain de la sécurité. Il a dit, quand on veut, on peut. Ouais. Voilà, ça c'était le sens de l'interview. Une très bonne formule. Encore faut-il vouloir. Mais alors, puisque vous parlez de Léonard de Vinci, on aurait pu faire l'émission entière dessus, puisqu'il y a 2 polémiques quand même autour de Léonard de Vinci. Il y a ce qui s'est passé au Clos Lucé, donc qui appartenait, je le rappelle, qui appartient à la famille de Gonzague-Saint-Brice, il y habitait. Des boiseries du 18e auraient été détruites, donc il y a une enquête qui est en cours. C'est le site que je vous encourage à suivre sur Twitter, qui s'appelle la Tribune de l'Art, qui suit très précisément tout ce qui concerne le patrimoine. Et il y aurait eu des choses historiques de détruites sans aucune autorisation. Et puis la deuxième chose, on en a parlé ici, c'est par la famille Saint-Brie qui a voulu faire une sorte de musée de reconstitution pas très heureuse où où il y aurait eu des boiseries de détruites, des cheminées, des éléments historiques qui n'auraient pas été préservés. Et puis le deuxième coup de gueule, c'est où est passé le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, qui a été acheté par l'Arabie Saoudite et qui devait être exposé au Louvre à Abu Dhabi et dont on ne sait pas où il est passé. Voilà. Donc un peu de culture, ça fait du bien. Vous voyez comme quoi, parfois, ça nous emmène... En tout cas, il faut aussi se rappeler, après malheureusement l'incendie aussi de Notre-Dame, que la culture paye, dans le sens que c'est une valeur très importante. L'Europe des arts, c'est formidable, l'Europe des arts. Mais si on veut être même très, très prosaïque et très économique, ça attire de l'argent. On va passer à quelque chose de totalement différent avec vous, Xavier Iacovelli, et un projet de loi que vous soutenez qui concerne les jeunes qui sont placés sur l'enfance aujourd'hui. Les jeunes majeurs, les jeunes majeurs placés. Oui, on a publié une tribune sur Libération ce matin avec un certain nombre de personnalités et de parlementaires de tous bords politiques. Donc c'est pour ça aussi que la démarche est intéressante. C'est pour ça que c'est un coup de cœur. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui est examinée à l'Assemblée nationale, dite la proposition Bourguignon, par Brigitte Bourguignon, qui, à l'origine en tout cas, à l'origine du texte, avant dépôt de différents amendements, contraint les départements à contractualiser avec les jeunes majeurs sortant de l'ASE pour leur permettre d'arriver jusqu'à la fin de leurs études ou au moins de préparer leur avenir. On prend toujours l'exemple, on ne laisserait pas nos enfants partir à 18 ans le jour de leur anniversaire à la rue, et c'est souvent le cas pour les enfants de l'ASE qui sont parfois placés pendant 18 ans et le jour de leur anniversaire, il y a le coup près qui tombe. On les met à la rue sans rien, sans hébergement, sans solution de formation. Je rappelle que 70% des enfants de l'ASE sortent sans diplôme, 40% des SDF sont de l'ASE et 1 SDF sur 4 sort de l'ASE également. Mais est-ce que c'est pas en amont? C'est la question que je vous ai posée quand vous êtes arrivé. D'abord, j'ai découvert que la protection de l'enfance, c'est le 2e budget social des départements, 9 milliards, avec 9 milliards. Mais c'est pas en amont. J'avais reçu, moi, un jeune homme qui avait écrit un livre formidable, Placé, déplacé, où il racontait son errance de famille en famille et surtout la défaillance des services sociaux, d'assistantes sociales qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc 18 ans, j'ai envie de vous dire, c'est un peu tard. Est-ce qu'il faut pas prendre ça C'est d'ailleurs tout l'enjeu. C'est pour ça que j'ai créé un groupe de travail qui devra faire une proposition de loi ou en tout cas donner des préconisations fin juin, début juillet sur le dysfonctionnement de l'ASE. Il y a d'ailleurs une mission d'information qui est en cours également à l'Assemblée nationale avec Perrine Goulet sur ce dysfonctionnement. Aujourd'hui, la protection de l'enfance continue à protéger les enfants, mais on a parfois un dysfonctionnement institutionnel qui fait qu'on provoque de la maltraitance institutionnelle sur ces enfants qui sont censés être protégés par l'État dans son ensemble, c'est-à-dire les départements. Aujourd'hui, 9 milliards d'euros, effectivement, c'est qui est mal dépensé. C'est ce que nous dit un auditeur, c'est de l'argent qui est mal dépensé. C'est pas complètement mal dépensé, mais le problème, c'est que c'est dépensé un échec total. D'un département à l'autre, on a 101 politiques différentes. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de régulation de l'État sur les politiques sociales, et donc il y a des départements qui sont très volontaristes et qui concluent et qui suivent et qui créent des structures importantes pour soutenir les enfants et préparer leur avenir. Et puis il y en a d'autres qui ont souvent beaucoup de budget et qui ne font rien. Et je prends l'exemple de mon département. Oui, les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, qui est le département le plus riche de France et qui fait quasiment rien. Mais est-ce que c'est pas encore un exemple d'un État qui veut tout faire, qui supplante tout? Autant c'est le rôle de l'État.
Ah non, c'est ça le problème. Non, mais vous dites qu'il y a plusieurs politiques que personne ne suit. Mais non, c'est pas ça. C'est que aujourd'hui, comme c'est une compétence départementale, chaque département fixe sa politique sociale. Ça devrait être mieux alors. Le problème, c'est que subsidiarité. Sauf que d'un département à l'autre, on n'a pas les mêmes droits, les mêmes accès aux droits. Et c'est bien le problème de la disparité. Aujourd'hui, l'État devrait être en régulation, garder la compétence départementale, mais l'État devrait réguler et faire en sorte que, au moins, les départements respectent la loi, ce qui n'est pas le cas dans la plupart d'entre eux. Allez, on passe au coup de gueule de Sophie. Ça concerne. Oui, alors Dominique parlait de coup de gueule un peu contre les minorités. J'ai presque envie de dire, moi, c'est un coup de gueule. Je me suis concentré sur les véganes. Il s'est concentré sur les véganes. Oui, j'ai évoqué la dictature des minorités. Et moi, je parle un peu d'une dictature de ce qui est en train de devenir une majorité. Le halal et partout dans le monde. La nouvelle économie du halal, je trouve ça très très inquiétant. Ça atteint et ça touche énormément de secteurs d'activité, les loisirs, la beauté, la nourriture pour bébés. Enfin, c'est en train le halal, ça concerne la nourriture principalement. Parce que maintenant, justement, ils se mettent dans l'économie de la beauté, dans les produits de beauté qui ne doivent pas contenir de gélatine, de je sais pas quoi. Ils se mettent dans le tourisme. Ils se mettent effectivement dans les plages qui sont interdites parce que le halal, c'est au sens propre. Le halal, ça veut dire devoir. Si vous dites ça, vous risquez d'être mise sur la sellette et prise comme cible parce que vous visez des communautés en France. Oui, je ne vise pas des communautés en France, je les vise dans le monde. On a la finance internationale halal. Et je pense qu'il y a dans le monde entier, je dirais, c'est une atteinte à la liberté. Et puis c'est une atteinte à la liberté à travers quand même des croyances qui sont, on peut dire ce qu'on veut, j'attaque pas du tout une religion, mais des croyances. Je veux dire, au nom de quoi est-ce qu'on est plus moral parce qu'on a un produit cosmétique où il n'y a pas de gelée de je sais pas quoi. Ah mais après c'est la liberté, vous êtes pour la liberté, donc chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est envahissant parce que c'est une interdiction. C'est une interdiction aux femmes d'aller sur certaines plages. Ah non, mais vous parlez du produit de beauté, là, on parle pas des plages. Halal se diversifie. Alors je cite, les hôtels sur mesure en Turquie, des plages interdites, la Parlez finance, bien dans le micro. Tout ce qui est impur, à l'âme impur est interdit, sont proscrits. Mais donc quoi? Donc vous voulez quoi? Vous dites, je trouve ça très inquiétant. Je voudrais quoi? Je voudrais que ces nouvelles poules aux œufs d'or du tourisme, je voudrais qu'il n'y ait pas que ces croyances finissent par devenir minoritaires. Elles sont en train d'envahir le monde et je pense que c'est quelque chose de très inquiétant. Oui. À lire dans le Point également, le préfet des Bouches-du-Rhône qui dit certaines salles de sport se communautarisent progressivement, c'est-à-dire qu'on exclut les plages, certains autres. Ça nous amène peut-être à commenter peut-être ce qui s'est passé, ce qui se serait passé, puisqu'il y a une enquête qui est en cours par la RATP sur le bus, sur ce chauffeur de bus qui aurait refusé à une jeune fille de monter dans le bus parce qu'elle était en jupe, parce qu'elle était trop court vêtue. Alors c'est vrai que cette affaire, moi j'ai découvert assez rapidement sur Twitter, j'ai vu le tweet passer et c'est en fait 2 jours après, il n'y a pas eu de réaction. Déjà Marlène Schiappa avait été interpellée, elle qui est si prompte à tweeter, n'a fait qu'un communiqué commun avec Elisabeth Borne. Alors c'est vrai qu'il faut être prudent, on se pense à Monsieur Castaner. Elisabeth Borne, c'est la présidente de la RATP. Mais il faut penser à tous les chauffeurs de bus qui, dans les quartiers, sont dans des situations extrêmement inconfortables et c'est eux qu'on menace finalement. Là, c'est l'inverse pour le coup. Là, c'est le côté inverse. Si on punit, bien sûr. Le chauffeur de bus qui... Non, mais j'ai bien compris. Mais si, par exemple, on punit ou on sanctionne le chauffeur de bus, attention aux autres chauffeurs de bus. Pourquoi? Mais au moment où nous parlons, parce qu'il y a des quartiers où ils sont attaqués. D'accord, on ne peut pas laisser un chauffeur de bus. D'accord, c'est absolument inadmissible. Mais j'explique pourquoi ça a été lent, à mon avis, comme réaction. Non, mais au moment où nous parlons, sauf erreur, le chauffeur a été suspendu. Il admet n'avoir pas fait entrer la jeune fille dans l'autobus et il refuse de s'expliquer sur les motivations qui sont les siennes. On est obligé de dire ça, mais l'affaire est sérieuse et hélas symbolique. Allez, on se retrouve dans un instant. Vos réactions 0826 300 300. À tout de suite. Maïlan. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Nous parlions donc de ce chauffeur qui aurait refusé d'ouvrir son bus à une femme en jupe. Encore une fois, une enquête est en cours. Le chauffeur a été suspendu, il est entendu. On rappelle quand même qu'en 2013, la RATP avait lancé un guide en 2013, on est en 2019, sur la laïcité pour ses managers, pour leur permettre de gérer des situations liées aux pratiques religieuses. C'était une première dans une entreprise publique. Visiblement, ça n'a pas eu beaucoup d'effet.
Matteo Ghisalberti? Moi, je ne sais pas. Je vis en France seulement depuis 10 ans. Donc, j'ai un point d'observation limité. Oui, d'accord. 2013, oui. Ce que je vois, c'est qu'on parle toujours de laïcité quand on voit des symboles, par exemple de croix, etc. Mais après, quand il y a des faits qui sont graves, qui imposent une certaine croyance sur une communauté ou un certain nombre de personnes, on fait strictement rien parce qu'on a peur de se faire caillasser, de se faire attaquer, etc. Moi, je suis désolé. Tous les matins, je prends des bus, des métros, etc. Je vois, ça me dérange pas de voir des symboles qui me rappellent des religions, mais je me demande si on utilise le même poids aussi pour d'autres croyances. Et puis, il faut aussi se rappeler que le disait le Parisien après les attentats de 2015, parce qu'il faut se rappeler que l'un des attentateurs l'un des terroristes du Bataclan avait été pendant 15 mois aussi un chauffeur de bus de la RATP. C'était marqué dans les chroniques de l'époque, et il avait cité des témoignages anonymes dans lesquels on pouvait lire que la RATP avait fait des embauches pendant des années avec des grands frères pour rassembler plus à la clientèle de ces quartiers. Moi, je n'ai rien contre, mais bon, évitons de laisser amoindrir la République. En 2013, il y avait déjà eu des choses qui avaient été signalées sur des chauffeurs de bus qui refusaient de conduire un bus qui avait été conduit par une femme, sur des employés qui refusaient. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier, sauf que visiblement, les choses elles empirent. Ont plutôt empiré. J'ai lu ce matin aussi qu'il y a un chauffeur de bus qui a prétexté une allergie pour mettre des gants, pour ne pas avoir à toucher la monnaie qui a été touchée par des femmes. Alors, donc, en France, ça devient un problème être des femmes, apparemment, parce que dans certains quartiers... Non, mais ça revient partout, c'est ce que je disais sur le halal, c'est dans le monde entier. Xavier Iacovelli. Oui, alors a priori, le chauffeur a reconnu avoir commis une faute de service en disant que c'était une heure tardive, donc ce qui pose quand même un double problème après, c'est-à-dire que empêcher une jeune femme de monter sur un bus qui est soi-disant habillée d'ailleurs. un peu trop court. Il n'a pas voulu donner la vraie raison. Non, mais voilà, qui est à une heure tardive, donc ça veut dire, et là, prétextons aussi que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies pour les faire monter parce que c'était pas au bon arrêt, enfin bon... Là, on tombe quand même dans des excuses qui sont un peu rocambolesques. Donc on a un vrai, il y a un vrai souci. Il y a l'enquête après s'être refusé l'entrée pour demander pourquoi. Au feu rouge suivant, etc. C'est là qu'il dit que il y a un vrai souci. Il faut attendre effectivement le résultat de l'enquête interne. Il y a une présomption encore d'innocence. Par contre, il a été effectivement suspendu à titre provisoire. Donc, mais par contre, il faut dire aussi que apparemment, je cite le Figaro d'hier, enfin le site. Il disait que la personne qui a donné l'alerte, donc ce poète algérien, le père de la fille en question, n'a pas répondu apparemment, je ne sais pas si entre-temps... Bien sûr que non, il a peur. N'a pas répondu aux invitations de la RATP pour donner sa version des faits et surtout pour porter plainte ou saisir la police. Sa fille. Oui, mais la police ne peut pas utiliser les vidéos des bus qui durent 48 heures s'il n'y a pas de plainte. Donc ça, c'est il s'est solidarisé. Il a quand même établi. Il s'est solidarisé avec sa fille, laquelle l'a alerté sur ce qui s'est passé. Il l'a dit de façon extrêmement ferme et en même temps ému. Je me contente de dire qu'il serait ahurissant qu'ils s'en tiennent là et qu'ils ne donnent pas des moyens d'éclaircir ce qui s'est produit. La justice peut se saisir aussi sans être obligé d'attendre. Deux auditeurs. Brigitte est en ligne avec nous de Haute-Garonne. Bonjour Brigitte, on vous écoute. Oui, bonjour à toute l'équipe. Alors écoutez, je rejoins pas mal de propos qui ont déjà été énoncés. Je voulais dire que quand même ce phénomène n'est pas récent, qu'il a été particulièrement accepté par toute une caste politique, à savoir pour le concept électoral, que le verre est dans le fruit depuis très longtemps, que c'est tous les jours que des actes se produisent. Par contre, j'aimerais savoir si l'inverse se produisait, si un chauffeur de bus refusait une femme voilée ou une burqa. Que se passerait-il? Je pense que là, les juges seraient très tolérants à l'égard des musulmans, mais très tolérants. Non, mais ça arrive, madame, ça arrive. Oui, ça arrive, mais quand même, c'est quand même moins fréquent, monsieur. Tous les jours, il y a des actes délictueux commis contre des Européens. La burqa, pour le coup, est interdite dans l'espace public. Elle est interdite, mais on empêche qu'on en voit tous les jours, monsieur. Enfin, des burqas, madame. Je ne suis pas sûr que vous voyez des burqas.
Vous voyez des voiles, mais certainement pas des burqas. En niqab. En niqab, oui. Enfin, normalement, c'est interdit aussi sur l'espace public. Oui, normalement. Mais tout est interdit, mais tout est toléré. Et il faut tout accepter. Et nous, on nous traite de racistes, fascistes. On supporte les crachats, d'être traité anti-blanc. Mais ça vous est arrivé à vous, Brigitte? Ça vous est arrivé à vous? Un gamin d'à peu près 9 ans, madame. Oui. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Écoutez, je vous explique. Je revenais d'une prise de sang. Il s'est arrêté près de moi et je lui ai dit, tu as quelque chose qui ne va pas? Il me regarde d'un air très haineux et il me dit, regarde, t'as vu comment t'es habillée? Je lui ai dit, pardon? J'étais en pantalon, hein. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me dis? Je lui ai dit, écoute, tu vas te dépêcher de filer parce que jusqu'à présent, je m'habille comme je veux et ce sera toujours comme ça. Tu m'entends bien? Voilà. Et ça, un gamin de 9 ans. Donc, je veux dire que dans la famille, on l'apprend déjà à être un petit dictateur et intolérant. Et tous ces phénomènes-là sont en train de monter et on est en train de mettre vraiment le drame sous le tapis. Et le verre est depuis très longtemps dans le fruit. Et des actes, tous les jours, il y en a. Seulement, on n'en parle pas. Voilà, on est en train de... Oui, parce qu'on n'a pas la solution. Eh oui. Oui. On a Karim en ligne. Alors, Karim, vous travaillez à la RATP, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est bien ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, de cette histoire? Déjà, premièrement, si l'affaire s'avère vraie, je suis choqué. Moi, je suis chauffeur de bus. Ils peuvent même monter en maillot de bain s'il est besoin. Pas de souci. Mais ça vous étonne ou pas? Ou est-ce que vous avez déjà vu ou entendu parler de ce type de comportement? C'est vrai qu'il y a des fois des comportements comme ça, mais ils sont exceptionnels. Mais malheureusement, on parle que de ça, quoi. Oui, mais vous voyez, Karim, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, moi, en tant que chauffeur de bus, même s'ils sont en maillot de bain, je les prends. Eh bien, on n'a pas le droit, parce que c'est une atteinte à la pudeur, on n'a pas le droit de prendre quelqu'un en maillot de bain. C'est une façon de parler. Ce que veut dire Karim, c'est qu'il regarde pas. Vous prenez souvent le bus à Paris. Attendez, Sophie, laissez finir Karim. Oui. Maintenant, c'est un trait d'humour, mais maintenant, des fois, en été, il y a des filles, elles sont habillées, elles ont un débardeur et un mini-short. Il y a très peu de différence avec un maillot de bain. Oui. Et elles sont bien montées dans mon bus. Moi, je suis musulman, pratiquant. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a des dérives à la RATP ou pas, puisqu'on parlait de ce qui, déjà en 2013, la RATP qui avait lancé ce guide pour essayer d'expliquer la laïcité. Même cette année, il y avait un guide de la laïcité, il y avait des petits dessins qui montraient on peut être musulman, tout ce qu'on veut, bouddhiste, juif, chrétien, athée, ce que vous voulez. Quand on rentre on avait le musulman avait une tenue de musulman, et quand il rentrait dans la société, il était en costume, quoi. C'est la religion, elle reste dehors. Je suis d'accord. Mais vous vouliez nous dire quoi, en fait, par votre appel? C'est de dire que c'est minoritaire, que ça peut exister? Minoritaire, et qu'on ne peut pas se fier simplement au témoignage de ces deux femmes et du père de famille. Maintenant, il y a d'autres échos à la RATP qui disent que le chauffeur, il a marqué l'arrêt. Les deux personnes fumaient une cigarette et elles voulaient finir leur cigarette. Il a mal pris la chose et il est reparti. Après, il y aura plusieurs versions. Maintenant, faudra voir. On est obligé de marquer une pause. Merci de nous avoir appelé, Karim. Merci beaucoup. Service et appel gratuit. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir. Donc l'affaire de ces deux jeunes filles qui se seraient vues refuser l'accès à un bus par un chauffeur de la RATP. Donc une enquête est en cours, on le dit. On a eu Karim qui est chauffeur de bus qui lui dit qu'il y a une autre version qui circule. Sophie, vous l'avez évoqué, on vous a pas trop entendu, mais c'est vrai que la RATP a mis très longtemps à réagir et les bandes sont disponibles pendant 24 heures. Elles ont donc été effacées. Donc il y a un appel à témoins qui a été lancé. On a un autre auditeur en ligne avec nous qui souhaitait réagir. Manuel, bonjour. Oui, bonjour et merci de me donner la parole. Avant d'en venir au sujet, j'aimerais poser une question à Madame de Menton. C'est possible? Oui. Parce que je vous entends depuis des années aux Grandes Gueules notamment et tout ça, et dans différents médias. Ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il n'y est plus. Oui. Allez-y. Oui, mais je reste grande gueule, allez, vous avez raison. Non, mais je vais en venir au débat. J'avais simplement une question à lui poser. Est-ce que vous participez au dîner du siècle, madame? Ah non, là, alors figurez-vous que d'abord, on ne demande pas à l'aide. Deuxièmement, il se passe des choses quand même intéressantes, mais c'est une élite à laquelle je ne suis pas admise.
Voilà. D'accord, entendu. Non, bon, je sais qu'on m'a proposé que j'étais refusée. Oui. Ça vous rassure. Il faut expliquer ce que c'est que le dîner. Qu'est-ce que ça entraînerait? Mais qu'est-ce que ça... Oui, pourquoi ça vous intéresse de savoir si Sophie Menton en fait partie ou pas? Non, parce qu'il y a toute une politique qui est envisagée par ce groupe-là. Ah bon? Mais c'est pas un groupe. Enfin, c'est un groupe. Non, c'est un dîner très chic de l'élite parisienne. C'est le groupe de réflexion, madame. Non, c'est pas un groupe. Ah, c'est pas un groupe de réflexion. C'est un dîner qui se réunit. Je n'en fais pas partie non plus, je vous rassure. Qui se réunit une fois par mois, où vous avez des publicitaires, des hommes politiques et des femmes politiques. Il y a quelques journalistes. Il y a des journalistes. Un thème au dîner. Et il y a des tables. On m'a raconté. Il y a des tables et à chaque table, il y a un thème qui est tiré. Et c'est un débat, mais il n'en sort rien. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de. Il y a soi quand même. En aucun cas, ça n'oriente la politique du pays, c'est ça? Bah non, parce que ça ressort pas de là. C'est-à-dire que c'est des gens qui discutent entre eux. C'est vraiment de l'entre-soi, mais c'est pas un club de réflexion comme il en existe d'ailleurs beaucoup. Mais Sophie n'a pas n'a pas ce privilège-là. Voilà. Attendez 2 minutes de Montvalon avec. Je crois comprendre, monsieur, ce que vous dites. Je ne fais pas partie non plus du siècle. Je le regrette d'ailleurs. La question ne s'est jamais posée. Mais je crois comprendre ce que vous dites. Je crois que vous survalorisez, vous surinterprétez le poids de cette amicale. Néanmoins, ce que je... Non, mais attendez, je vais aller peut-être dans votre sens. Néanmoins, vous citez cette petite amicale élitiste, hyper élitiste au cœur de Paris. Vous la citez comme un exemple de ce que beaucoup de Français ressentent, c'est-à-dire un entre-soi de l'hyper-élite. Il ne s'agit évidemment pas, ni dans ce cadre-là, ni à la sortie de donner des directives pour quelques gouvernants que ce soit, mais néanmoins, c'est vrai que s'il y a un problème aujourd'hui en France, c'est l'entre-soi des élites. Ouais. Alors, Manuel, venons-en à notre sujet. Donc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire donc, sur cette... Voilà, sur la réaction du chauffeur, moi je la trouve anormale. Oui. Ça va vous étonner, mais je la trouve normale. À partir du moment où c'est que la France a accepté le multiculturalisme, il est normal que, il est normal après d'avoir des méfaits et des contre-coups. La France a tourné depuis très longtemps, le dos à ses cousins latins, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne et l'Italie qui aujourd'hui est insultée. Donc, elle a adopté une autre civilisation. Aujourd'hui, elle le fait avec. Et moi, je crois qu'après cette crise sociale qu'on vient de connaître avec les Gilets jaunes, il y aura une crise beaucoup plus importante, une crise de civilisation. Je suis assez d'accord avec ça. Ça nous pend au nez et vous allez voir comment ça va partir. Là vraiment, ça va pas rigoler, je vous le dis. Oui, merci d'avoir appelé Manuel. Miss Lout nous dit il y a des cons partout et ce n'est pas une question de religion. Voilà, un petit peu quand même. Pas forcément les cons, enfin, c'est la civilisation qui change. Oui, non, mais Miss Lout dit que ça n'a pas à voir avec la religion. Là, en l'occurrence, ça a à voir avec la religion. Le fait qu'il est... Ça aurait à voir, je mets du conditionnel. Ça aurait à voir. Et on a beaucoup, je termine parce qu'on a beaucoup de réactions sur Twitter de gens qui disent un petit peu ce que nous a dit Brigitte tout à l'heure, qui nous a appelé en disant Brigitte, une autre Brigitte nous dit: je travaille dans un foyer social qui accueille des jeunes migrants, très mauvaise image de la femme en France, ne nous regarde pas, ne répond pas au bonjour, quand encore ils répondent et ils demandent qu'on ne leur adresse pas la parole. Donc il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Pardon Mathéo. N'oubliez pas aussi le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Parlez bien. N'oublions pas le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui avait suscité des polémiques parce qu'il parlait de l'islamisation à visage découvert et il parlait entre autres aussi de l'islamisation qui se développe dans la RATP. Il parlait aussi d'un dépôt dans la Seine-Saint-Denis des mémoires et c'était un livre qui avait fait entre guillemets scandale parce qu'on avait accusé encore une fois les auteurs d'être un peu stigmatisants vis-à-vis d'une communauté. Non, c'est pas du tout la question. Sauf on se retrouve effectivement devant à une situation où des femmes en particulier sont stigmatisées. Et puis aussi, il ne faut pas oublier d'autres minorités. Les femmes ne sont pas une minorité, je me corrige. Non, mais c'est une majorité d'ailleurs. Mais je veux dire, il y a des attitudes aussi vis-à-vis des personnes homosexuelles, etc., qui sont intolérables. C'est inacceptable. Allez, on va changer de sujet. Je voudrais qu'on parle du prix de l'essence. Alors, j'ai fait le plein, moi, la semaine dernière. Je suis tombée dans une station, j'attends toujours la dernière minute, donc j'ai pris la première station qui n'était pas très loin d'ici à Boulogne, 1,70
le litre d'essence. Et ça m'a frappé. Et depuis, le sujet est en train de monter depuis quelques jours. Donc, ce prix de l'essence qui est en constante augmentation. C'est même plus élevé qu'en 2013. Et surtout, ils ont dépassé... le prix du litre d'essence a dépassé le prix qui était celui avant la crise des Gilets jaunes. Donc, dites-nous comment ça se passe près de chez vous, 0826 300 300. C'est vrai que les Gilets jaunes, ça a démarré avec le prix de l'essence, avec cette taxe qu'on a voulu imposer, cette taxe supplémentaire sur les carburants. Il y a un moment, on ne va plus pouvoir rouler. Ouais, je pense que je ne suis pas l'avocat des Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes continuent à avoir beaucoup de raisons pour manifester. Cette absolue ignorance du problème du quotidien des Gilets jaunes reste des Gilets jaunes des Français. C'est pas une raison pour manifester. Je veux dire, tout est une raison pour manifester. C'est l'une des raisons. Est-ce que vous prenez le bus Tu prends le Vous prenez un maillot de bain, on avait dit. Maillot de bain. C'est un motif, mais je veux dire, on va arrêter 2 minutes de manifester pour tout. Mais non, mais justement, c'est ce qui a lancé la contestation. C'est ce qui a lancé la contestation. Oui, par rapport à ça, on rencontre quand même que quelques mois après un grand débat, après des annonces, après 10 milliards de gouvernement sur le tapis. C'est pas fini. Non, mais d'accord, le pétrole augmente, mais les taxes... 80% du prix de l'essence, c'est les taxes. On donne du pognon toute la journée. Mais là, on en récupère pour le coup. Mais on en récupère où? Les taxes. Le prix du baril augmentant, les taxes augmentent pour l'État. Sauf que pas tout le monde les paye. Pas tout le monde, oui. Et oui, c'est ça. Ça, c'est le problème de fond et que les Gilets jaunes ont soulevé. Les Gilets jaunes ont aussi soulevé le problème du manque de représentativité moderne, entre guillemets, pas arrêté aux années 50. Donc, on en est toujours là. On pensait. Moi, j'ai jamais pensé que le grand débat aurait trouvé des solutions. Je me suis toujours dit que si on voulait m'interroger en tant que citoyen, ça suffisait d'organiser des élections ou un référendum et j'allais voter. Pouf. Non, mais il y a aussi, excusez-moi, mais pour repartir sur l'essence, il y a quand même une injustice quand on est en province et qu'on a obligatoirement la nécessité de prendre une voiture pour aller travailler. On fait 30 km. C'est pas pareil qu'à Paris où on prend le métro. Oui, sauf qu'à Paris, on a Anne Hidalgo qui veut mettre à 50 km horaire. Oui, enfin jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le métro qui va être limité. De toute façon, jamais on arrive à atteindre 30 km/h en ce moment à Paris. Alors on est tranquille. Impossible. Non, mais il y avait un projet pour l'essence. 1,54 € à Niort ce matin chez Leclerc. La taxe flottante, bien sûr. Justement, mais alors ça avait été pourquoi le gouvernement ne la met pas en place, cette taxe? Alors, parce que ça a été fait. Et ça a été abandonné, c'était horriblement compliqué. Et finalement, ça rapportait très peu aux consommateurs. Parce que l'essence avait peu... Enfin, les fluctuations étaient telles que c'était une usine à gaz, c'est le cas de le dire, de faire la taxe flottante. Alors... c'est jamais une usine à gaz quand il faut augmenter les tarifs. Mais bizarrement, quand il faut baisser les taxes, la baisse des prix à la pompe n'avait pas excédé 22 centimes le litre. Alors, on va faire un petit tour de table. Claudine nous dit en campagne, pas de transport. Et Madame Sophie, je fais du vélo. Pas concernée. Vous êtes pénible de trouver que les Français râlent pour rien. Pour tout, pas pour rien, pour tout. Vous êtes pénible encore. Mireille nous dit j'ai changé mon diesel contre une essence. À mon grand regret, je suis catastrophée à chaque fois que je vais à la pompe. Le diesel est aussi 65 km par jour pour travailler, pas d'autres moyens de locomotion. Ras-le-bol de cette injustice. Les grandes surfaces qui ont touché le CICE nous disent Abzab et qui licencient, l'argent ils le trouvent où ils veulent. Nous n'avons pas la paye qui va avec les nombreuses augmentations, nous dit Miss Lout. Donc Dominique, c'est vrai que le prix de l'essence, il y a un moment, ça ne va plus être possible. Mais évidemment, je comprends tout à fait l'émotion et la colère, et plus que ça pour ceux pour qui c'est vital dans leur vie de tous les jours, pour aller au travail, pour se déplacer, de tant de Français. La deuxième chose, je le dis avec un point d'interrogation, j'ai vu, il faudra vérifier, je n'ai pas les éléments pour le faire, ce ne serait pas d'ailleurs une réponse à la situation présente. Il paraît que pour la même somme, par rapport à il y a 30 ans, on a le prix de l'essence a baissé. Absolument. Encore une fois, ça ne calmera pas la colère de ceux qui sont légitimement... Sauf que les loyers ont augmenté, donc le pouvoir d'achat globalement a baissé. C'est quand même une question de proportion. Mais moi, je vois le seul avantage, dans ces situations poignantes, le seul avantage que je vois, c'est qu'on est en train de redécouvrir que ce serait intéressant de ne pas s'enfermer dans notre petit précaré national. Et qu'il y a des éléments dans lesquels chacun, de façon contradictoire, doit tenter d'apporter des solutions dans le débat démocratique. Mais ce qui m'avait frappé, attention, je ne réduis pas les 5 ou 6 derniers mois à ce que je vais dire, mais ça m'avait frappé que quand même on se parlait, bien ou mal, quelquefois de façon contradictoire et violente, on se parlait entre Français.
Eh bien, la marche du monde ne dépend pas exclusivement des Français, pro-gilets jaunes ou anti-gilets jaunes, quand ils se retrouvent ensemble, en se canardant, en se querellant. Il se passe des choses dans le monde auxquelles on ferait bien de s'intéresser. Une fois que j'ai dit ça, je suis pas... Mais enfin, Xavier nous dit, tout le monde n'a pas la chance comme moi de vivre à 30 km de l'Espagne. Je paye le gasoil 1,12 € contre 1,55 €. D'accord. Il y a quand même... Il fait 30 km pour aller chercher son gasoil aussi. Je suis pas sûr que ce soit l'un dans l'autre. Non, mais d'accord. Mais d'accord. Le problème... On a la faiblesse du prix de l'euro. Ce dont on est sûr, c'est qu'on est dans un pays perclus de dettes. On a aussi, par exemple, les autoroutes qui n'ont pas baissé et qui coûtent toujours sur le portefeuille des Français, des Français qui essayent de faire une vie digne, mais encore une fois, on essaye de les stigmatiser parce qu'on dit qu'ils sont les violents, qui vont attaquer des hôpitaux, etc. On ne prenait pas ça chaque fois. C'est ce qu'on entend tous les samedis. La profession de foi gilet jaune peut être défendue de façon autrement que caricaturale. Je reconnais que c'est assez rare. En Italie, tous en même sens. Elle était même plus chère. Maintenant, elle a un peu baissé, mais elle était même plus chère parce que les impôts sont plus importants. Et effectivement, les Italiens, au début de toute la protestation, la contestation, ils disaient si on avait dû faire des manifestations, nous on aurait dû le faire depuis le modèle italien est bon pour nous. Pardon ? Le modèle italien est le bon pour nous ? Pas forcément. Je ne pense pas parce qu'il n'y a pas d'État social. Allez, il n'y a pas d'État social et il y a une croissance qui est vertigineusement en baisse. Non, elle a recommencé à monter. Dans un instant, et on aura René en ligne avec nous. À tout de suite. Consultable sur le site. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. On est avec Dominique de Montvalon, Matteo Ghisalberti, Xavier Iacovelli et Sophie de Menton, la célèbre Sophie de Menton qui fait beaucoup réagir nos auditeurs de Sud Radio. Mais Sud Radio, parlons vrai, ça veut dire que la parole est à tout le monde. La parole est libre. Heureusement. Et voilà, on a René en ligne avec nous. Bonjour René. Il vient de RMC, René ? Bonjour tout le monde, bonjour messieurs, dames. Alors, l'essence, ça coûte combien chez vous ? Alors, le gasoil coûte 1,48 € par là. Donc, autrement dit, 1,50 €. Et je voudrais rétablir une vérité. Oui. Une vérité comptable. Tout bêtement, parce que je suis comptable de métier. Enfin, j'étais. Je suis à la retraite maintenant, mais j'étais. Et quand on dit qu'il y a 60% de taxes, eh bien, c'est faux. Et je vais vous le démontrer. Un litre de gasoil coûte 1,50 €. Si vous retirez 60% de 1,50 €, ça fait 90 centimes. Donc 1,50 € moins 90 centimes reste 60 centimes. Le gasoil revient donc à 60 centimes, prix de départ. Si on prend 60% de 60 centimes, ça fait 36 centimes. Et donc le gasoil devrait être vendu à 96 centimes le litre. Or, il est vendu 1,50 €. Et là, c'est plus du 60%. C'est comme ça qu'on calcule en comptabilité. Pourquoi vous avez compté qu'on réenlevait, vous avez donné le prix s'il n'y avait pas l'État, mais vous avez réenlevé 60% ? Le prix. Parce que le prix de base. Le litre de gasoil coûte 1,50 €. D'accord. On dit qu'il y a 60% de taxes. Donc vous retirez 60% de 1,50 €, ça fait 90 centimes. Voilà. Donc 1,50 € moins 90 centimes de taxes reste le prix du litre au départ à 60 centimes. On est d'accord. Et si on met 60% de taxes sur 60 centimes... Et la base de calcul ? Ça fait 36 centimes. Parce que c'est comme ça qu'on calcule en comptabilité le prix de revient. On devrait être à 96 au lieu de 1,50 €. Pas 1,50 €. Alors quand on dit 60%, c'est faux. En fait, c'est 150 ou peut-être 200%. Beaucoup plus, oui. Seulement, si vous voulez, je pense que pour le gouvernement, pour les gens qui décident des prix, n'importe, c'est quand même plus flatteur de dire on vous prend que 60%, ça fait moins voleur, vous voyez ? Enfin, je suis pas sûr. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre la fluctuation des... Je vois Gérard qui nous dit alors... 1,12 €, il était samedi à 1,30 €. Oui, c'est le prix du baril. C'est le prix du baril. C'est le prix du baril. Et comme les taxes sont proportionnelles au prix du baril, mécaniquement. Mais c'est vrai qu'on a peu vu l'essence baisser d'une manière générale. Je voulais vous lire Dominique de Montvalon commentaire. disait qu'elle est beaucoup plus bas le prix de l'essence qu'il y a une vingtaine d'années. Le commentaire de... J'ai entendu ça et je demande que ce soit vérifié. Je le valide. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais,
Je me méfie des paroles. Le commentaire de Claudine, il ne faut pas oublier que tous les transports trains, entre autres, ont été, ensuite ça saute dans voilà, entre autres, ont été abandonnés dans les campagnes. On nous culpabilise sans arrêt avec la pollution. Néanmoins, le train est nettement moins polluant. C'est trop facile de dire que les gens ne veulent pas faire d'efforts au point de vue de l'écologie, alors que l'État fait des coupes dans tous les transports. J'en suis témoin. Ma maman habite dans une région compliquée, le centre de la France. Tous les trains qui existaient pratiquement ont été supprimés. Il y en a un le matin, un le soir. Basta, pas le dimanche. C'est un scandale absolu. On a abandonné toutes ces régions de France et effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture. Enfin, quand on peut, quand on a les moyens. Remarquez, ici encore, et alors aux États-Unis, n'en parlons pas. Il n'y a aucun autre moyen de transport que la voiture. L'essence, c'est pas au même prix non plus. Ils se sont organisés pour que le prix du pétrole ne soit pas celui que nous vivons en Europe et en France. Ils ont leur pétrole. Il y a l'écart Macron, absolument. Oui, il y a l'écart Macron. Je voulais qu'on parle alors on n'a pas eu beaucoup de temps, des listes, 33 listes aux européennes. Alors, est-ce que vous irez voter? Est-ce que 33 listes, c'est trop? Vous avez été nombreux à réagir ce matin dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. 33 listes, avec le Rassemblement national qui passe en tête dans les derniers sondages. La République en marche, deuxième position. Petite remontée également des Républicains. Et puis 40% d'intention de vote. Alors, est-ce que vous irez voter? Et ces 33 listes, c'est pas un peu beaucoup quand même? Peut-être tourner vers le politique. 33 listes, ça montre la vitalité de notre démocratie. Donc, on va dire, c'est plutôt bien. Ça, c'est la langue de bois. Non, mais attendez, laissez-moi parler, Sophie. C'est bien. Pour la démocratie, ça veut dire qu'on a la possibilité tous de se présenter, de présenter des listes, même les plus bizarroïdes. Parfois, on peuvent déposer une liste. Après, quel est le but, en fait ? Aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'Europe? Est-ce qu'on parle d'une Europe politique? Est-ce qu'on parle d'une Europe sociale? Moi, pour l'instant, il n'y a aucune proposition qui ressort du débat européen. Et moi, je pense que c'est ça la problématique. Le traitement, c'est bien d'avoir 33 listes. On pourra en avoir 2. Enfin, peu importe. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, 70% de nos lois sont des lois européennes. Donc, notre quotidien, et malgré tout, 33 listes, on pourrait se dire, tous les Français ont le choix maintenant. Donc ils vont tous aller voter. Mais sauf qu'il y a 40% de personnes qui vont voter. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de nombre de listes, mais c'est une question d'intérêt, de projet et de la capacité des politiques à motiver les gens sur un projet européen qui, à mon sens, n'est plus du tout dans l'idée des gens. C'est pourquoi ce n'est pas un vote anti-Macron? Tout le monde appelle à un vote anti-Macron. C'est débile, ça n'a aucun sens. Un vote anti-Macron. Mais ça, c'est le problème aussi en France. On est toujours, quel que soit le gouvernement, l'élection intermédiaire, on vote contre le gouvernement en place. Alors, pas seulement en France. Oui, mais c'est débile. L'Europe, c'est pour le coup très important. Parlons d'Europe, parlons de ce qu'on veut pour l'avenir. Ne soyons pas sur un repli. Alors comment vous expliquez que ce soit français. le Rassemblement national qui arrive en tête? Mais parce que depuis 2014, je vous rappelle qu'en 2014, moi je me rappelle, j'avais eu des insultes avec des articles de presse anonymes qui m'avaient été mis avec la photo de Marine Le Pen dehors les Ritalo Socialo. Donc je me rappelle très bien que en 2014, Marine Le Pen était déjà en tête. Donc il y a un problème de repli identitaire, de repli sur nous en France, et qui date depuis 2002, mais qui n'a pas été réglé et qui s'accentue. Et qui est d'ailleurs européen, puisque en Italie, c'est la même chose. Je trouve que 33 listes, c'est beaucoup trop, à la première question. Je trouve que effectivement cette élection a perdu son sens, et en particulier à cause de la crise qu'on vient de vivre avec les Gilets jaunes, parce que ça a été étouffé par ces politiques qui sont démenées pour répondre à cette crise. Il reste que 3 semaines, ce qui est rien du tout. Et je trouve que oui, ça devient. Alors d'abord, oui, j'irai voter. De toute façon, il faut aller voter. Point final. Mais ça devient. Je suis en train moi-même de me poser la question: est-ce que je vote pour Macron ou est-ce que je vote selon ce que je pense? Vous pensez quoi? Ça veut dire que vous pensez parce que là, je crois qu'on va avoir épidémie de crise cardiaque chez nos auditeurs. Je crois que nos auditeurs vont. C'est pas facile, chers auditeurs, de se justifier et d'expliquer. Je pense que quand on parle d'Europe, il y a quelque chose qu'on a envie de voir émerger. Il y a une conception de l'Europe. Il y a des candidats. Qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron pour vous, ni celle de Nathalie Loiseau. Celle d'Emmanuel Macron, certainement pas celle de Marine Le Pen. Je les ai tous écoutés. J'ai été séduite par des listes. Nous avons une amie de Bellamy qui se profile lentement. Alors vous allez voter Gilets jaunes, Sophie. Absolu de ce que je vous allez voter Gilets jaunes. Non, je suis très séduite par Yannick Jadot. Oh là là.
Bon, allez. Alors, on je vais aurait vous dire, je l'ai pu être dans entendu, parce l'émission qu'à la de Brigitte faire ma mauvaise langue. Alors, je voudrais terminer ma phrase avant d'être flinguée. Oui, mais il nous reste peu de temps, je voudrais que tout le monde parle. Je les ai tous entendus, on les a tous reçus à Éthique. Le type qui a mis 6 chefs d'entreprise dans sa liste et qui a parlé d'Europe avec un désir d'Europe, avec une volonté de défendre une certaine écologie en Europe, il a été le plus convaincant. C'est tout ce que je vous dis. Ouais, allez, Mathéo. Rapidement, moi j'irai voter parce que moi aussi je trouve qu'il faut toujours voter. Je trouve aussi que 33 listes, c'est la vitalité de la démocratie. Mais je viens aussi d'une démocratie parlementaire, donc ça ne me fait pas peur d'avoir 27, 50 partis. Et après, s'ils n'obtiendront pas le quorum, tant pis pour eux. Mais nous avons pu voter. Ça, c'est un peu un problème qu'on a en France parce qu'on est habitué à ce système toujours vertical que je dénonce toujours, mais très démocratique aussi. La dernière chose, pour répondre à notre sénateur, ils ont évolué au Rassemblement national parce que si on vous accusait d'être Ritalo-socialo, maintenant ils ont la tête de liste qui est Rital aussi, c'est vrai. comme nous. Ouais, mais elle est oubliée. Voilà. Dominique 33 listes. 33, oui, je comprends qu'on puisse dire pendant 5 secondes que c'est une marque de vitalité démocratique. Bidon. Pardon ? Non, je dis c'est bidon, c'est pas une marque de... Non, c'est pas vrai. Ne commentez pas tous mes propos, parce que je vais être obligé de parler beaucoup plus vite. Voilà, allez-y, mais c'est le prix à payer. Alors, notre ami italien s'en réjouit, il la pratique en Italie. C'est le prix à payer de la proportionnelle. De lors qu'il y a la proportionnelle, celui qui espère laborieusement obtenir 0,8% des voix et dont les frais de campagne ne seront pas remboursés, il a quand même une forme d'identité. Et Claudine nous dit 55% des Français ont voté contre l'UE, les politiques se sont assis. Non mais monsieur le sénateur, moi je voudrais une liste européenne, il n'y a même pas une liste européenne, c'est une honte. Oui. On aurait besoin ce que ça s'appelle toujours PS ou autrement, mais pourquoi pas d'ailleurs toujours PS, on aurait quand même besoin que chacun a sa place, et donc y compris le PS qui a joué historiquement un rôle clé dans la construction européenne et depuis la libération, que le PS sache s'interroger sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe en France, sur ce qui se passe dans les autobus, sur ce qui se passe... Non mais je dis ça pour dire un mot, et il y a quand même, s'il y a un recul, si on s'attend à une forte abstention, et s'il y a de toute façon ceux qui iront voter iront sur la pointe des pieds. Absolument. C'est bien parce que il y a pas eu une réflexion de fond, mais un enfermement de chacun sur son petit credo. Absolument. Bon, Patrick est en ligne avec nous. Patrick, on vous prend rapidement. Oui, bonjour, c'est le vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, je voudrais changer une chose importante. Là. Oui. On devrait faire au départ un budget pour les élections et donc donner tout le même budget à toutes les personnes qui toutes les listes qui se présentent. Oui. Parce que je trouve que bien entendu toujours les gros partis font 5%, donc ils sont remboursés, et je trouve que c'est pas logique. Il y a un budget de temps et tout le monde a la même chose. Oui. Et ça nous permettrait de voir autre chose, peut-être de laisser la chance à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Il y aurait 92 listes. Sophie, on a fini. Et puis Patrick, on vous a coupé la parole. Voilà, c'est le gong. Pourtant, ce qu'il disait était plein de Jamel, bon sens. on aura l'occasion. C'est notre réalisateur qui vous a coupé la parole. Pardon, on vous reprend. On aura l'occasion d'en reparler. Je crois même que Christophe Bordet va reparler des élections européennes ce soir. Donc, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Et très bonne journée à vous.